dans la lutte pour le droit au logement, notamment au sein de Solidarité Nouvelle et d'autres groupes de pression. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quelle mesure le droit au logement, qui est pourtant garanti dans la Constitution, ne trouve pas vraiment à s'appliquer en Belgique? D'abord, il faudrait dire pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour assurer le droit au logement, alors qu'il y a des années, pas des dizaines d'années, que les autres droits sont inscrits dans la Constitution. Première constatation. Deuxième constatation, c'est de dire on a inscrit le droit au logement dans la Constitution, mais on n'a guère pris de dispositions concrètes pour qu'il soit appliqué. Donc c'est un droit un peu théorique aujourd'hui. C'est une référence. C'est bien que ça soit mis dans la Constitution. On peut y faire référence. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de dispositions qui fassent qu'on l'applique réellement. On peut dire que vos actions avec Solidarité Nouvelle et les autres groupes sortent un peu parfois des sentiers battus. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu vos méthodes d'action? Oui, notre perspective, elle s'inscrit dans ce qui a fait le succès du mouvement ouvrier en Belgique. Comment est-ce que les travailleurs ont acquis des droits? Comment est-ce qu'ils ont acquis un certain niveau de vie? Eh bien, ils se sont organisés, ils ont créé des solidarités que j'appellerais des solidarités chaudes, c'est-à-dire on se met ensemble pour faire face à la maladie, la mutuelle, on se met ensemble pour faire face au chômage, on se met ensemble pour les allocations familiales, et puis on a institutionnalisé cela dans la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, c'est un des effets pervers de la sécurité sociale, que certes il ne faut pas détruire, qu'il faut conserver, mais un de ces effets pervers, c'est d'avoir fait une solidarité froide. Et du coup, les gens ne se mettent plus suffisamment ensemble. Et nous disons, face au chômage, face à la crise, pourquoi ne pas refaire ce que les précédents ont fait, c'est-à-dire ce bâtiment a été mis à votre disposition et est rénové, notamment le logement dans lequel nous sommes pour le moment, est rénové et travaillé par des sans-abri. C'est ça, nous avons donc créé une ASBL qu'on appelle Sans-Abri Castor et dont l'objectif est de créer les conditions pour que des sans-abri, pour que des mal logés puissent eux-mêmes rénover des logements inoccupés. C'est le cas ici, c'était un bâtiment qui était depuis les années 60 pratiquement à l'abandon, dans lequel il y avait la mérule, etc. Grâce au fonds dit des sans-abri de la région wallonne, on a eu un subside qui va nous permettre de faire ici 6 logements, mais 6 logements qui sont rénovés par les sans-abri eux-mêmes, dans le cadre légal d'un bail à réhabilitation. L'association leur permet d'être encadrés techniquement, mais aussi socialement, parce que évidemment, c'est pas simple de travailler pendant des mois pour refaire son propre logement. Mais voilà, on est ici dans le premier logement rénové, qui malheureusement n'est pas occupé pour le moment parce que celui qui y réside est à l'hôpital, mais c'est le premier des 6 logements qui est donc ainsi rénové par les gens eux-mêmes en équipe. Quelles sont vos principales revendications et priorités en matière de droit au logement? Mais je pense que on devrait quand même encore améliorer la loi de protection des locataires, la loi Wathelet, qui comprend encore des lacunes graves, et notamment celle de... on n'a pas du tout touché au coût du loyer. Or, dans les problèmes de logement, le coût du loyer est un problème fondamental. Des gens aujourd'hui qui n'ont que de faibles revenus doivent consacrer 40, 50, 60% parfois de leurs ressources pour se loger. C'est intolérable. Il faut encore se nourrir, il faut se vêtir. Il faut absolument qu'on arrive à juguler le coût du loyer. Et deuxièmement aussi, améliorer la qualité du logement, puisqu'il y a trop de gens qui vivent dans l'insalubrité, et donc c'est important. Il y a bien sûr des mesures qui sont prises, mais seront-elles efficaces? Est-ce qu'on pourra, par exemple, dans le permis de location, est-ce qu'on pourra vraiment, et avant quand, rendre tous ces logements, ces garnis,
acceptable, un minimum acceptable. Il y a donc là aussi une tâche importante et ça demande qu'on consacre un budget plus important pour le logement. On sait que, et c'est vrai que M. Tamigno a fait des choses très intéressantes, très importantes en matière de logement, mais c'est vrai que, comme on le disait récemment, il n'y a que 4% du budget wallon qui est consacré au logement. C'est beaucoup trop peu. Hein. C'est vrai que l'emploi c'est important, mais le logement c'est aussi important. Pour toute cette masse de travailleurs, d'anciens travailleurs qui sont aujourd'hui sans revenus, parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils sont minimexés ou petits pensionnés, ben, la perspective de l'emploi, ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce problème qu'ils vivent tous les jours, à un logement qui ne mérite pas le nom de logement décent. Et donc il faudrait qu'on investisse davantage en matière de logement. Trouve-t-il pas vraiment, n'atteint-il pas vraiment son objectif? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas la volonté politique. Je pense que les responsables politiques ont un peu peur d'affronter, soi-disant, le monde des propriétaires. On dit qu'il y a plus de 60% des Belges qui sont propriétaires, mais on fait une confusion. Il n'y a pas 60% des Belges qui sont des logeurs. Entre le propriétaire qui paye sa maison, et qui est finalement comme un locataire, et celui qui loue, il y a une différence. Mais donc, première difficulté, c'est oser affronter le monde des propriétaires. Deuxième difficulté, c'est la complexité de cette loi. C'est en tout cas ce qu'on dit. Encore que M. Tamigno a bien fait la démonstration qu'en soutenant la ville de Philippeville, qu'il y a moyen de l'appliquer. Mais je pense que en réalité, il faut chercher d'autres pistes. L'intérêt de la loi Onkeling, c'est un intérêt psychologique. C'est d'avoir amené la population à se rendre compte que le droit au logement, que le droit de propriété s'arrête à un moment donné quand il y a le droit au logement. Et donc il a fait évoluer la mentalité. Mais il faut maintenant chercher d'autres pistes, et je pense que M. Tamigno, sur la base de l'expérience du squat de Jean-Ruel à Liège qu'il a soutenu en justice, a repris une piste qui avait déjà été lancée antérieurement, qui est la location forcée, c'est-à-dire un opérateur, un CPS, moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas une association comme la nôtre, fait un projet de rénovation, s'adresse à un propriétaire d'un bâtiment inoccupé, lui propose de rénover avec un contrat. Il ne s'agit pas de réquisitionner, il s'agit de s'entendre. Il refuse, eh bien, on va en justice et c'est le juge qui alors interpelle le propriétaire en lui demandant la justification de ce refus. Il me semble que c'est quelque chose de beaucoup plus accessible et qui permettrait pas mal de rénovations. Il faut quand même savoir qu'il y a 30 000 logements inoccupés en Wallonie, alors qu'il y a des sans-abri, alors qu'il y a des mal logés. Il faudrait donc qu'on passe aux actes, qu'on ne se contente pas de dire il faut réquisitionner, mais qu'on passe aux actes et qu'on fasse de la location forcée quand il n'y a pas moyen de s'arranger. Or, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires, en tout cas c'est notre expérience dans le bail à réhabilitation, c'est pas les logements, les propositions de logement qui nous manquent. Hein, nous pourrions rénover bien davantage si nous en avions les moyens. Le Parlement wallon va bientôt s'attaquer à la réforme du Code du logement. Qu'attendez-vous principalement de cette réforme? Je pense que le Code du logement, c'est encore quelque chose de très intéressant, lancé par M. Tamigno. Et il y a des pistes intéressantes, comme de reconnaître aux associations un rôle à jouer dans le combat pour le droit au logement. Peut-être qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin encore, et notamment en permettant aux associations de pouvoir s'insérer dans cette piste de la location forcée. Peut-être aussi en donnant davantage de moyens aux associations. Si on compare par exemple avec la Flandre ou avec d'autres pays, il faut bien reconnaître que si il y a déjà quelques moyens donnés aux associations, on est bien en dessous de ce qu'on pourrait faire, et je pense qu'il faut que le public et le privé s'associent en matière pour promouvoir le droit au logement. C'est quelque chose d'essentiel.
Vous êtes également actif dans le domaine de l'occupation permanente des campings. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer la situation de l'occupation permanente des campings et quelques revendications et quelques pistes? Oui, il est manifeste que c'est pas normal qu'à la veille du XXIe siècle, des gens doivent se réfugier dans des caravanes ou dans des chalets dans les campings. Ça, c'est la toile de fond peut-être. Mais il faut dire que si ce phénomène s'est développé, il y a des milliers de Wallons, pas seulement des minimexés, pas seulement des sommeurs, mais même des travailleurs qui se sont dit, ben voilà, une possibilité, j'achète un chalet 1 million dans un camping, c'est possible pour mes ressources, que je ne pourrais pas acheter une maison pour un tel prix. Si ça s'est développé, c'est quand même pas uniquement la faute des personnes concernées. Et il y a les communes, il y a les gérants des campings, il y a les notaires, la région, tout le monde est responsable de cette situation qu'on a laissé se développer depuis 25 ans et qui a pris un grand essor depuis peu. Alors, décider qu'on va fermer ainsi les campings à la résidence permanente, c'est peut-être aller un peu vite. Où va-t-on mettre ces gens-là? Et est-ce qu'on va tenir compte de tout l'investissement financier, humain, toute l'autoconstruction qu'ils ont réalisée, tous les liens sociaux qui sont créés dans les campings, cette découverte de la qualité de la vie dans l'environnement vert? Bien sûr, il y a aussi tous ceux qui supportent ça difficilement, particulièrement des familles. Mais première chose qu'on devrait faire, c'est permettre à ceux qui veulent en sortir, d'en sortir. Or, on doit bien constater, et c'est une expérience que nous faisons, que là où des résidents permanents veulent se reloger, ils ne trouvent pas. On ne sait pas les aider à retrouver un logement. Donc, il faudrait faire une politique qui tienne compte de ces moyens et d'abord reloger ceux qu'ils veulent. Et puis peut-être qu'il y a dans les logements insalubres des gens qui sont dans des situations pires. Et qu'on tienne compte, qu'on ne casse pas la dynamique de ceux qui ont pris leur sort en main, qui ont réalisé leur projet de logement, qu'on leur permette peut-être progressivement, et par exemple, une des choses que nous mettons en avant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas davantage d'habitat bois, une sorte de nouveaux logements sociaux qui seraient des petits lotissements d'habitat bois qui permettraient et qui seraient auto-construits par les gens qui sont dans les campings, qui permettraient de ne pas casser ainsi le projet qu'ils ont, de ne pas casser la dynamique qu'ils ont connue. Ce sont des pistes qui seraient, me semble-t-il, plus réalistes et qui auraient l'intérêt de tenir compte de la vie de ceux qu'on a laissé choisir leur forme de logement. En gros, pour se permettre d'expulser, le pouvoir public devrait au moins proposer une alternative. C'est ça, mais je pense qu'ils proposent théoriquement une alternative qui est le logement social, par exemple, ou les AIS, mais c'est théorique. Dans les faits, on voit bien que la plupart du temps, ceux qu'ils veulent ne peuvent pas bénéficier de cette orientation qu'on leur donne. Donc, avant d'urger, il faudrait au moins se donner les moyens de pouvoir les accueillir dans des logements convenables et qui tiennent compte. Parce qu'il faut bien reconnaître que la plupart du temps, quand on fait enquête, même ceux qui sont dans des habitats, qui sont résidents permanents, mais même dans des campings inondables, n'aiment pas la perspective d'aller dans le logement social. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec eux, hein, il faut construire avec eux le demain, l'après-camping. Plus urbain, celui-là, c'est celui des squatteurs. Quelle position avoir dans ce cas-là? Oui, ben, c'est aussi quelque chose de nouveau. Bien sûr, il y a longtemps qu'on squatte, hein, que des sans-abri, des mal-logés squattent. Mais ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes qui s'organisent pour occuper des logements inoccupés. C'est une autre forme, si vous voulez, que la réquisition. Hein. Et je pense que c'est un phénomène qui vaut la peine d'être analysé et d'être soutenu même. C'est une manière qu'ont les
les citoyens les plus pauvres de protester contre l'inoccupation de certains logements. Et c'est aussi des formes nouvelles. On trouve dans des squats collectifs, ce qui ne couvre pas l'ensemble des squats, mais on trouve dans des squats collectifs des gens qui disent « cette société de merde, on n'en veut plus, on veut autre chose, on veut, puisqu'il n'y a plus de boulot pour tout le monde, pourquoi nous obliger à travailler, pourquoi pas nous permettre, en faisant de la musique, en faisant un resto végétarien, comme font les gens de Jean Ruel, de tirer notre plan pour ne pas vivre au crochet de la société et en faisant un autre type de vie plus collectif, plus communautaire. Pourquoi ne pas encourager de telles formes? Pourquoi ne pas permettre à des gens qui s'organisent ainsi de trouver un statut qui leur permette de vivre en communauté et de mener à bien leurs projets. C'est un phénomène qui se multiplie à Liège, à Bruxelles, un peu partout. Je veux dire aussi que au niveau de notre association, non seulement on soutient ces squats, mais même on tente d'en organiser pour les plus déstructurés par rapport aux sans-abri. On a parlé tantôt du bail à réhabilitation. C'est une des formes. Mais c'est vrai que pour qu'un sans-abri, un mal logé, se mette dans une initiative comme celle-ci, il faut déjà qu'il soit capable d'un projet à plus long terme. Or, on constate que beaucoup vivent depuis des années dans des squats. Eh bien, on a initié ici à Charleroi une expérience que nous appelons le squat légal encadré. 2 maisons qui nous ont été données pour quelques années et qui ne sont pas en bon état. Eh bien, nous disons à quelques sans-abri qu'ils le souhaitent, venez vous installer là-bas, améliorer petit à petit, à votre cadence, le logement. Elles le font très, très lentement, pas toujours comme on pourrait l'imaginer. On ne les force pas, il y a un encadrement social et ils sont en train, petit à petit, de franchir une première étape plutôt que d'aller à gauche, à droite, en dégradant, parfois laissant toute leur crasse. Eh bien, ils sont dans un squat où ils trouvent la possibilité de développer déjà un petit projet à court terme. Et nous pensons qu'à travers ça, petit à petit, on va les amener à pouvoir réintégrer un vrai logement et à le gérer en bon père de famille. Mais il a fallu des années pour qu'il soit déstructuré. Nous pensons qu'il faut aussi prendre le temps et les étapes et commencer par de petites choses, par de petits efforts. Et nous constatons par exemple qu'un certain nombre de personnes qui sont dans ce squat légal encadré, il y a une évolution. Et ils sont plus propres, ils s'habillent autrement, ils ont une attitude déjà beaucoup plus constructive. Voilà un petit peu une piste encore par rapport à ce phénomène de squat. Merci. Voilà.